Moi, je travaille depuis 20 ans déjà, même plus, 25, sur les matières organiques du sol. Et je vais vous faire montrer comment les matières organiques sont au cœur des défis modernes. Donc les sols, en fait, ils sont très importants. Ils sont sous nos pieds, mais ils nous amènent quand même tout ce qu'on mange. Ils nous amènent un peu d'énergie. Ils purifient l'eau. Ils sont très importants pour le changement climatique, je vais vous raconter après. Et il y a aussi une biodiversité importante dans les sols. Donc, ils fournissent multiples services. Ils sont le fondement du développement de l'agriculture et ils sont l'élément clé de la survie humaine. Pourtant, nos sols, ils sont sous pression. Donc, on a la croissance démographique. On va être 9 milliards de personnes en 2050. Ces personnes-là, ils veulent de plus en plus consommer. Et on a besoin de plus en plus de nourriture, mais aussi d'autres besoins qui peut la terre peut les fournir. Et du coup, tout ce qu'on produit vient finalement du sol. Il y a les aliments, mais il y a aussi le bois, il y a aussi d'autres services. Du coup, les terres arables par habitant, ils décroît parce qu'on a donc une croissance démographique et les sols sont sous pression. Il y a 10 milliards de hectares de terres productives. Ils assurent 99% de la nourriture humaine en termes de calories. On a peu de choses qui viennent de l'océan, donc une faible contribution, mais les sols donc, sont très très importants en termes de nourriture, mais pourtant il y a déjà la moitié des sols agricoles qui sont dégradés. Du coup, la dégradation des sols est étroitement liée à une perte des matières organiques. Les matières organiques du sol qu'on trouve dans la couche superficielle, qui est brun, comme vous voyez sur la photo, ils ont des services importants. Ils stockent du carbone, ils rendent disponibles les nutriments pour les plantes, ils rendent disponible l'eau pour les plantes. Ils sont un habitat et ils fournissent de l'énergie pour les micro-organismes du sol et aussi pour la faune du sol. Et les matières organiques garantissent la stabilité structurelle du sol et ils sont impliqués donc, dans la lutte contre l'érosion du sol. Donc la gestion des terres devrait avoir pour objectif de préserver, voire augmenter les matières organiques du sol. En fait, donc, les sols sont des puits en carbone, en CO2 aussi, parce qu'ils stockent beaucoup de carbone. Donc, les stocks de carbone organique mondial sont 2400 gigatonnes. C'est 3 à 4 fois plus de carbone qui est stocké dans l'atmosphère et les plantes. Et c'est le plus grand réservoir terrestre du carbone, ça c'est important, parce que terrestre, ça veut dire que les humains peuvent intervenir. L'océan, on ne peut rien faire. On trouve le carbone dans l'océan, mais c'est très difficile d'intervenir sur ce stockage-là. Donc, le stockage du carbone dans le sol peut être à long terme, plus que 100 ans. Ce stock, il est dynamique. Donc, vraiment, l'activité humaine influence les stocks, la grandeur de ces stocks. Donc, peu de changements dans ce large pool de carbone qui est dans le sol peut influencer les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, je vous ai dit, les sols peuvent être stocks de carbone, mais ils peuvent aussi être source de CO2, comme c'était par exemple dans les années 30 aux États-Unis, dans les grandes plaines, il y avait le phénomène qu'on appelle Dust Bowl, donc il y avait les terres qui se sont envolées parce qu'il y avait une agriculture intensive et les sols ont perdu leur matière organique. Et donc, ces sols se sont envolés et il y avait Roosevelt qui avait dit à l'époque que la nation qui détruit son sol se détruit elle-même. Il y avait des grands exodes. Il y avait par exemple Steinbeck qui a écrit son bouquin là, les raisins de la colère. C'était à cette époque-là.
Et parce qu'ils ont vu que les sols sont très importants, aux États-Unis, ils ont fondé une loi en 1936 sur la conservation du sol. Et mondialement, depuis l'introduction de l'agriculture, les sols ont perdu 113 gigatonnes de carbone depuis que l'agriculture a commencé. Parce que l'agriculture, il y a la labour, donc les agrégats du sol ils se détruisent et la matière organique peut être décomposée par les micro-organismes et les perdus du sol. Donc, on a des pratiques agricoles conventionnelles. Le sol, dans ce système-là, il est nu, il est sujet à l'érosion. Il y a une utilisation intense des produits agrochimiques, donc qui vont détruire la vie du sol. Les sols deviennent vulnérables, les aliments produits sont moins nutritifs, il y a un risque de pollution. Et en plus, on perd le CO2 parce qu'il n'y a plus de matière organique. Du coup, si on utilise les pratiques dites agroécologiques, on a des sols couverts qui protègent contre l'érosion. On a une diversité à plusieurs échelles qui mène à une résilience du système. On a des produits agricoles de plus grande qualité et des risques de pollution sont réduits. Donc nous avons besoin d'une transition agroécologique vers la durabilité de nos systèmes. Et dans ces systèmes-là, on peut donc fixer le CO2 et augmenter le taux de matière organique. Qu'est-ce qu'ils font les politiques? Parce qu'on est au courant maintenant, on a étudié, on sait. Donc, il y avait en 2015 Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui a fondé en fait l'initiative 4 pour 1000. Cette initiative a pour but d'augmenter la matière organique et promouvoir la séquestration du carbone organique du sol grâce à l'application des pratiques agricoles et forestières durables afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'atténuation du changement climatique et pour permettre au système de s'adapter à celui-ci. Donc, cette initiative, pourquoi 4 pour 1000? Parce qu'à l'époque, il y avait 8,9 gigatonnes de carbone en émissions globales de carbone. Les stocks du sol, comme je vous ai dit, de 2400 gigatonnes. Et si on fait si on fait le petit calcul, on arrive à 4 pour 1000. Donc, il y a un très faible taux pour lequel on doit augmenter le stock de carbone afin d'effectivement lutter pour compenser les émissions de CO2. Donc, pour effectivement lutter contre l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Donc, en théorie, un effort mondial de séquestration du carbone organique dans le sol pourrait être en mesure d'augmenter l'augmentation contrer l'augmentation de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, comment on fait? Comment on séquestre du carbone organique dans les sols? On connaît des pratiques dites séquestrantes, donc des cultures de couverture, par exemple l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, la gestion intégrée de la fertilité des sols, la fertilisation organique. Donc, on connaît. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les pertes en carbone des sols, appliquer des pratiques durables connues. Il faut mesurer, rapporter et vérifier ces changements. Seulement ce qu'on peut mesurer, on peut aussi le vérifier et donner, par exemple, des crédits carbone aux agriculteurs. Il faut tester des nouvelles stratégies. Il faut sensibiliser le public. Fournir un soutien financier, coordonner les politiques et il faut aussi innover. Mais ce qui est très important également, maintenant on est vraiment arrivé à un stade où l'agriculteur, la personne seule, il peut rien faire. Du coup, il faut travailler en multipartie, on appelle ça aujourd'hui. Donc, il faut travailler des entreprises, il faut qu'ils travaillent avec les propriétaires foncières, avec les gouvernements, avec la recherche, tous pour améliorer la gestion des sols pour arriver à une durabilité. Donc, il faut préserver les sols et augmenter les apports en matière organique. Et pour arriver à ça, pour stocker du carbone du sol, parce que c'est des processus longs, le système il a une inertie,
Et du coup, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble pour qu'on arrive à une échelle mondiale de faire quelque chose. Je vais rebondir sur plusieurs concepts que Cornelia vous a présentés pour vous montrer que finalement, ce sol, si on ne le gère pas comme il faut, il va bouger et tous ces mouvements et ces départs vont conduire à pas mal de soucis. Et on va utiliser notamment la radioactivité ambiante ou qui est retombée dans le passé pour mieux contraindre ces transferts-là et mieux comprendre ce qui se passe. Donc, grosso modo, ça c'est le paysage que vous connaissez. Vous savez qu'il pleut, cette année il pleut beaucoup, et que cette pluie finalement, elle va générer de l'érosion, donc le mouvement des particules de sol qui vont après cheminer à travers le paysage, se retrouver dans les cours d'eau, puis se déposer, et puis finalement se retrouver dans l'océan. Et donc pour mieux comprendre d'où viennent les particules et à quelle vitesse elles se déplacent, on va utiliser différents outils qui nous permettent justement de quantifier tout ça. Alors, avant de vous montrer comment on quantifie ça, l'idée c'est de visualiser et revisualiser ces processus de mouvement du sol. Donc il y a des mouvements plutôt éoliens. Donc vous voyez là que le sol n'est pas très couvert, il y a du vent, le sol est sec, la poussière, et c'est ce que Cornelia a évoqué tout à l'heure dans les années 30 aux États-Unis, où là on avait des plaines immenses, totalement sèches, et le sol il est perdu. Il part avec le vent. Or on en a besoin pour continuer à nourrir tout le monde et à produire par exemple des agrocarburants. S'il part, ça pose problème. Ça peut être le vent, mais ça peut aussi être l'eau. Donc là, vous avez un exemple, et on en voit trop malheureusement cette année à la télé, où le sol est emporté par le ruissellement jusqu'au cours d'eau, et puis il chemine. Et parfois, il traverse des endroits où on préférait qu'il ne passe pas dans son cheminement vers l'aval, vers la mer. Et donc, ce qu'on va utiliser notamment comme outil pour essayer de mieux quantifier ces départs de sol et leur transfert, c'est la radioactivité. Alors on peut utiliser la radioactivité naturelle en partie, artificielle aussi, et donc un des traceurs qu'on va utiliser, c'est un traceur qu'on appelle le césium-137, qui en fait été émis par les essais nucléaires atmosphériques. Donc, vous voyez une représentation en haut à gauche. Et en fait, ce césium, il va être émis dans l'atmosphère, et puis il va être rabattu au sol par la pluie. Et donc, une fois qu'il va se fixer aux argiles, aux particules du sol, il va plus les lâcher, et donc il va suivre ces argiles dans leur cheminement à travers les versants jusqu'au cours d'eau et au-delà. Et nous, c'est intéressant parce qu'on sait quand ont lieu les essais nucléaires, on sait où ils ont eu lieu, et donc comme on peut faire un bilan de césium sur place, et on va pouvoir après quantifier ce qui est parti et ce qui reste. Et donc ça nous permet de quantifier a posteriori les départs de sol, et donc voir si on est durable ou pas, pour reprendre les propos de Cornelia. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer ça partout, et que si on ne quantifie pas le processus, il y a des gens qui peuvent dire non, mais il n'y a pas de problème, ou c'est négligeable. Si on peut le quantifier, si on peut voir combien de sol part, on va pouvoir justement circonstancier tout ça, et donc prouver s'il y a un problème ou pas. Alors, il y a des problèmes de départ de sol aux États-Unis, il y en a ici, et puis donc Cornelia a beaucoup parlé du fait que les sols ils vont stocker aussi beaucoup de carbone. Alors pour le moment, on en émet beaucoup trop dans l'atmosphère, et donc c'est bien évidemment d'éviter de nouvelles émissions, de limiter toute émission quelle qu'elle soit, mais il faut aussi, s'il y a des écosystèmes qui stockent beaucoup de carbone, et c'est l'exemple de la Pampa. Donc la Pampa, en fait, ça va être toute cette zone ici, qui sont des prairies naturelles où il y avait des élevages bovins extensifs. Et en fait, c'est des écosystèmes extrêmement riches en biodiversité, extrêmement riches en carbone. Et maintenant, ce qu'on en fait, ça ressemble à ce qu'on voit en bas. C'est-à-dire qu'on retourne tout et on plante du soja ou du maïs transgénique pour alimenter souvent les ports des élevages européens ou des élevages asiatiques. Alors que ça stockait et ça produisait beaucoup de richesses par ailleurs. Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas en vert finalement sur cette carte, qui est en jaune et en orange. C'est des zones où on a remplacé les écosystèmes naturels par des plantations de soja, pratiquement. Et donc on parle beaucoup de l'Amazonie tout en haut, le vert foncé, mais il y a plein d'autres écosystèmes très riches aussi, moins médiatisés et qui souffrent tout autant. Et le truc, c'est que si on fait un profil de sol et qu'on mesure le césium,
Si on regarde dans une zone préservée, la pampa va avoir une quantité de césium dite de référence. Si on regarde dans un écosystème dégradé, on aura moins de césium parce qu'il y en a une partie qui est partie avec l'érosion. Et donc, en fait, on peut quantifier ça. Et ça nous permet de montrer, vous voyez, là, il y a un problème. On a des taux d'érosion, par exemple, trop importants depuis la période des années 60, qui est en fait finalement la période d'intensification de l'agriculture en Amérique du Sud, mais aussi dans le monde entier. Donc ça, c'est une technique qui nous permet de voir tout ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est gentil, c'est en Amérique du Sud, mais est-ce que chez nous, on a vraiment ces problèmes-là? Eh bien, malheureusement, oui. Et là, on pourrait même regarder par la fenêtre, on aurait le même spectacle avec la Seine et ses affluents en ce moment, où finalement, on se retrouve avec ce même problème. Alors là, c'est les quais de la Seine. Si ça ne va pas au-delà et que ça n'envahit pas les voies du RERC, on peut se dire que ça a un impact limité, mais c'est peut-être vrai dans Paris intramuros. C'est pas vrai si on en parle aux habitants du Grand Morin en Seine-et-Marne cette semaine, où il y a plein de maisons qui ont été envahies par les boues. Donc bien sûr, c'est lié à la pluviométrie qui a été très forte, mais ça dépend aussi de ce qu'on fait sur les sols. Si les sols sont dans un état tel qu'ils n'emmagasinent plus l'eau et qu'ils s'érodent et qu'ils envoient toute cette matière vers l'aval, ça peut être un problème pour les habitants en contrebas. Il y a aussi le fait que ces particules, en fait, on a vu le cas du césium qui se fixe aux particules et qui va les suivre lors de l'acheminement, mais tout polluant qui est fixé aux particules va aussi être emporté par l'érosion, par les crues. Et donc, un problème qu'on a eu aussi suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en 2019, c'était les émissions de plomb. Et donc, en regardant justement les dépôts de crues, on a pu suivre finalement s'il y avait du plomb qui se balade dans l'environnement. Et puis, s'il se balade effectivement dans l'environnement, l'idée c'est de remonter à sa source. Est-ce qu'il vient de la cathédrale ou est-ce qu'il vient des bâtiments haussmanniens du Vieux-Paris? Donc pour ça, il y a des techniques qui nous permettent de remonter à la source. Et puis après, de suivre le cheminement des particules au-delà de Paris vers Rouen et vers la mer. Alors, il y a d'autres cas où là c'est plutôt en lien avec l'érosion éolienne, où finalement on peut aussi recevoir des poussières qui viennent de très loin. Et donc vous avez sûrement en mémoire les épisodes de poussière saharienne qui ont eu lieu et qui ont été assez forts en 2021, en 2022, mais en fait qui sont amenés à se reproduire de plus en plus. Pourquoi? Parce que en lien avec le dérèglement climatique, on se retrouve dans des configurations de sécheresse à certains endroits et des configurations de mouvements d'air qui font qu'on va recevoir de plus en plus de courants de sud avec plus ou moins chargés en poussière. Et en 2021-2022, il y a des associations qui ont en fait récolté des dépôts de poussière et qui ont analysé, ils ont essayé de voir s'il y avait de la radioactivité dans ces poussières, ils en ont trouvé. Et ils ont notamment trouvé du césium-137 dont je vous ai parlé il y a quelques minutes et qui est effectivement un résidu d'anciens essais nucléaires. Or, ces poussières venant du Sahara, on sait que la France a fait des essais nucléaires. Les tout premiers essais nucléaires de la France, c'était en Algérie. Et donc, cette association avait conclu, les poussières viennent du Sahara, elles contiennent du césium. La France a fait des essais en Algérie. Donc, en fait, c'est retour à l'expéditeur. On reçoit le césium qu'on a émis lors des essais dans les années 60. Alors ça a été très médiatisé, et nous on s'est quand même dit que ça valait le coup de creuser cette question et de voir si c'était vraiment le cas ou pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Là on a justement diffusé un appel via les réseaux sociaux au grand public, et on a reçu des gens qui avaient, cette année-là, il y a eu énormément de dépôts très denses, et on a reçu des enveloppes par exemple avec j'ai trouvé, en donnant les coordonnées géographiques, j'ai trouvé ces poussières chez moi. Donc on a tout analysé. On a effectivement retrouvé du césium dans toutes les poussières, mais après, c'est pas parce qu'on trouve du césium que c'est du césium lié aux essais français. Donc, ça, c'était la configuration en 2022. Le site avec le triangle rouge, c'est finalement le site où la France a fait des essais nucléaires au Sahara. Il a bien été balayé par les vents lors de cet épisode, et donc potentiellement, le vent a mis en transport des poussières de cette zone du Sahara et il les a ramenées jusqu'en France. Mais en fait, si on regarde un autre élément qu'on va retrouver dans les poussières du Sahara, qui est le plutonium, il nous permet en fait de faire la différence entre les retombées des essais nucléaires français par opposition aux essais nucléaires des autres puissances nucléaires mondiales, principalement les États-Unis et l'Union soviétique. Et en fait, là, je vous mets les résultats pour 6 échantillons de poussière, mais ce serait pareil pour toutes les poussières qu'on a récoltées grâce aux efforts du grand public. Si on avait la signature liée à la recette des bombes françaises qui ont été testées au Sahara, on aurait une signature en plutonium qui se ici. Or, on voit bien que les poussières, elles ont la signature plutôt des essais
états-uniens et des essais soviétiques. Pourquoi? Parce que c'est les essais qui ont été les plus puissants, qui ont arrosé les sols du monde entier, notamment en césium, en plutonium. Et donc, ces épisodes-là, ils transportent les poussières, quelles qu'elles soient. Et dans ce cas-ci, c'est pas vraiment les essais français, mais d'autres essais nucléaires qui ont marqué les poussières qu'on a reçues ici. Ça change pas le problème du fait qu'il faille limiter l'érosion, mais ça permet quand même de circonstancier le message sur les sources et sur ce qu'on peut faire. Donc moi, contrairement à Olivier et Cornelia, qui sont plutôt placés du point de vue du sol, je vais me placer du côté des humains qui sont en relation avec leur sol, et donc des pratiques humaines qu'on étudie en anthropologie. Donc il y a un peu la science des différentes cultures humaines dans leur diversité et leur complexité. Par exemple, on peut étudier les croyances des gens, leur mode de vie, leurs pratiques, leurs connaissances. Et pendant longtemps, l'anthropologie, elle s'est pas énormément intéressée au sol. Pour elle, c'était surtout la surface plane sur laquelle vous marchez, vous évoluez au quotidien, ou bien peut-être des aspects autour du foncier, c'est-à-dire les terres qui se vendent et qui se rachètent, mais pas forcément le sol dans son épaisseur. Et donc maintenant, il y a un renouveau des regards sur le sol qui permet de penser un peu le sol comme un faisceau de relations assez complexe. Et donc moi, c'est dans ce renouveau que je m'inscris et que j'ai réalisé ma thèse au Muséum national d'histoire naturelle sur donc le rapport, pas de toute la société humaine au sol, mais d'un petit groupe très particulier. Je suis allée rencontrer des maraîchers biologiques qui travaillent en Seine-et-Marne, donc 4 maraîchers, qui cultivent sur entre 1 et 5 hectares avec des revenus de modestes à moyens, qui commercialisent leurs produits dans une AMAP pour ceux qui connaissent. Donc c'est une association où ils vendent des paniers bio. Et donc je suis allée rencontrer ces maraîchers. Donc quand je dis que je fais du terrain, c'est que je suis allée pendant des mois, tous les jours avec eux, travailler, les enregistrer avec un magnétophone, leur poser des questions pour essayer de comprendre quelle est leur relation au sol dans ce contexte contemporain où il y a beaucoup de discours médiatiques et environnementaux aussi autour des sols et des dangers qui les menacent. Et donc, il y avait une petite particularité donc c'était 3 maraîchers et une maraîchère. C'est qu'il y en a 2 qui travaillaient le sol. Donc, Cornelia a un petit peu parlé de ces enjeux, mais le fait de retourner le sol, par exemple, peut libérer du carbone, mais ça a aussi plein d'effets sur les organismes du sol. Mais c'est aussi très bénéfique pour le travail des agriculteurs parce que ça leur facilite beaucoup la tâche au quotidien, parce que c'est un métier très fatigant, d'avoir une machine qui peut décupler la puissance humaine pour travailler les sols. Et 2 qui ont décidé de ne pas travailler les sols justement pour préserver en partie toute cette biodiversité des sols, mais donc qui utilisent d'autres méthodes comme par exemple mettre des bâches sur le sol pour désherber ou pour ameublir grâce à la vie du sol tout ce qui se trouve sous la bâche et faciliter un peu leur travail au quotidien de plantation et toutes les activités qui correspondent à l'activité maraîchère dans ce territoire. Et donc, il y a 2 résultats dont je voulais vous parler un petit peu. Un qui est très micro pour vous montrer aussi comment on travaille en anthropologie au plus près des pratiques et des gestes, et un qui sera un peu plus macro. Et le premier, ce serait de se demander, OK, donc ils travaillent avec les organismes qui vivent dans le sol, mais comment est-ce qu'ils font pour travailler avec des organismes qui ne peuvent pas du tout contrôler, et surtout qui sont pour une grande majorité imperceptibles, parce qu'autant un ver de terre, vous le voyez assez bien, vous pouvez le toucher, autant un micro-organisme, ils n'ont pas le moyen forcément de percevoir leur présence. Donc comment est-ce qu'ils font ça ? Et donc pour ce qui est du fait qu'ils ne puissent pas les contrôler, effectivement ils ne peuvent pas agir directement sur les vers de terre, ils ne vont pas inoculer des vers de terre ou des bactéries ou des champignons dans leur sol, mais ils vont essayer de rendre le milieu de croissance le plus favorable possible à ces organismes. Par exemple, en rajoutant de la matière organique dans leur sol, qui plaît beaucoup à ces organismes, ou bien en les protégeant des effets des UV ou des effets si la surface du sol sèche, par exemple, il y a un certain nombre d'organismes qui vont être mis en difficulté. Donc il y a un certain nombre de pratiques comme ça qui mettent en œuvre pour rendre le milieu favorable. Et pour ce qui est de comment est-ce qu'ils arrivent à déceler la présence de ces organismes, qui peuvent paraître imperceptibles, en fait, ils vont la déceler de manière indirecte
en se disant, OK, plus il y a d'organismes, plus ils vont avoir d'actions sur mon sol. Et en regardant la quantité d'actions, je vais peut-être essayer de savoir combien il y a d'organismes. Et donc là, par exemple, quand il y a une couche de paille qui a été mise par une maraîchère, on peut voir dans la petite pelle qu'il y a du sol un peu marron clair au bout de la pelle et du sol beaucoup plus foncé à l'autre extrémité. Donc le sol plus foncé, c'est le sol très riche en matière organique qui est issu de cette dégradation de la paille. Et en fait, on voit une espèce de continuum, un gradient de couleur entre les deux. Et c'est le sol très riche en matière organique qui a été incorporé à la terre en dessous par tous ces organismes qui vont faire cette incorporation. Et donc, en voyant ça, cette maraîchère peut comprendre qu'elle a une activité biologique assez intense dans ses sols et que c'est assez satisfaisant pour elle. Et le deuxième point un peu plus macro que je voulais aborder, c'était donc il y a un certain nombre peut-être d'injonctions environnementales autour de l'agriculture pour essayer que les agriculteurs travaillent différemment, et notamment sur le fait, par exemple, d'arrêter de travailler leur sol. Mais en fait, ce dont on se rend compte quand on travaille au contact de ces agriculteurs, c'est qu'ils peuvent pas juste arrêter de travailler leur sol du jour au lendemain et changer leurs pratiques comme ça. Et que toutes leurs pratiques autour du sol sont reliées à l'organisation générale de leur ferme. Par exemple, quand ils s'installent avec un tracteur, ils vont contracter un emprunt pour acheter leur tracteur. Donc, ils vont essayer d'avoir une certaine surface de production pour avoir des revenus suffisants, pour pouvoir rembourser les différents emprunts quand ils s'installent. La façon dont ils ont organisé l'espace de leur ferme aussi est liée au fait que le tracteur puisse passer, que les planches de culture aient une certaine largeur. C'est aussi le fait de travailler avec un tracteur, c'est tout un ensemble de compétences et de connaissances qu'ils ont acquises au fur et à mesure du temps, parce qu'ils disent qu'il faut à peu près 10 ans pour savoir bien faire une planche de culture avec son tracteur. Et toutes ces compétences, c'est ce qui leur permet aussi d'être assez fiers d'eux-mêmes et puis de ne pas avoir à se demander tous les 4 matins de changer leur pratique, mais d'avoir une espèce de routine dans leur travail, en sachant qu'il y a déjà beaucoup d'impondérables dans la culture maraîchère qui sont les impondérables climatiques, et donc d'avoir un certain nombre de compétences qu'ils maîtrisent est assez important pour eux. Et donc tous ces éléments-là font que venir juste les voir en leur disant il faut que vous arrêtiez de travailler le sol, ça veut dire transformer toute la façon dont leur ferme est organisée, et c'est assez compliqué. Et notamment, ça leur demanderait, pour garder la même surface et le même revenu au quotidien, d'avoir beaucoup plus de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, comme la machine permet de décupler la puissance d'action sur les sols, il faut beaucoup de salariés agricoles, concrètement de force humaine, pour remplacer cette puissance des machines. Et donc, une des pistes, plutôt que leur dire juste... d'avoir un regard un peu moralisateur sur leur pratique, peut être d'augmenter conséquemment leurs revenus pour leur permettre d'embaucher plus de salariés agricoles et d'avoir ce travail-là réalisé collectivement autour des sols. Et donc là, pour vous illustrer un peu l'ampleur du travail manuel, c'est une maraîchère, donc celle qui travaille pas son sol, qui utilise plutôt que de brasser le sol, donc avec un tracteur, un outil qui permet de décompacter doucement la terre. Et elle utilise le poids de son corps pour faire basculer cet outil et pour soulever des tranches de sol en essayant d'impacter le moins possible les organismes qui y vivent. Et là, c'est une illustration du temps de désherbage qui est assez phénoménal, puisque quand ils mettent en œuvre leur culture, ils rendent aussi des conditions de croissance favorables pour toutes les autres, les adventices, qu'on appelle les mauvaises herbes, qui ont envie de s'y déployer. Et donc, il y en a qui disent que c'est à peu près 40% du temps du travail des maraîchers qui est dédié à ça. Et donc voilà, ça c'était un petit peu 2 exemples que je voulais vous montrer du type de travail qu'on fait en anthropologie, et qui peut aussi peut-être vous amener, vous, au quotidien, à vous questionner sur comment vous considérez les sols sur lesquels vous évoluez. Est-ce que c'est juste... le sol sur lequel vous marchez, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi un sol dans sa profondeur et dans son épaisseur, et est-ce que ça peut façonner vos activités au quotidien, ce sol ?